Bonjour et bienvenue sur cette session, cette troisième intervention pour ce dernier jour sur le Hacking Lab. Nous recevons Monsieur Balangué de eShard que nous allons écouter bien sûr une présentation parlant de la sécurisation des applications mobiles. Je vous laisse la parole pour présenter votre conférence et le modèle est simple. Il y aura 25 minutes de présentation et ensuite 5 minutes de questions-réponses où le micro vous sera tendu afin de dialoguer avec notre partenaire. Je vous laisse faire votre conférence. Bonne conférence à tous et à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Je suis donc Rémi Balanguet, je suis le responsable produit d'eShard. Nous sommes spécialisés dans la sécurité des applications mobiles et plus spécifiquement dans l'automatisation des tests de sécurité sur les applications mobiles. Et on voulait faire cette présentation aujourd'hui pour deux choses. Déjà pour montrer ce que l'on peut automatiser comme type d'attaque sur des applications mobiles et pour vous présenter ce que l'on a pu faire avec notre outil sur un audit de 120 applications mobiles bancaires européennes en termes de bonnes pratiques de sécurité et de mauvaises pratiques de sécurité évidemment. S'il y a des banques dans les salles, rassurez-vous, on ne cite personne. On est là pour dégager des tendances et des différences de maturité selon les pays, mais on ne nomme personne. Si vous voulez avoir plus d'informations plus confidentielles, on pourra en parler après sur le stand. Mais aujourd'hui, on est plus là pour dégager des tendances sur ce qui se fait de bien ou pas. Pourquoi est-ce qu'on adresse ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, en termes de fraude bancaire, il est estimé que 3 fraudes en ligne sur 5 sont imputables aux plateformes mobiles et que 3/4 des applications permettraient à un attaquant de voler de l'information bancaire, d'identité de l'utilisateur. Aujourd'hui, tout ça par manque de protection. Donc, notre outil qui s'appelle ES-Checker, c'est ce qu'on appelle un MAS, donc Mobile Application Security Testing. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour automatiser des attaques sur des applications mobiles. L'objectif étant, en tant que propriétaire d'une application, de pouvoir tester les protections, puisque évidemment, notamment dans le secteur bancaire, mais dans n'importe quel autre type de secteur, en fonction de la sensibilité des données, en fonction de s'il y a des fonctionnalités de paiement, des choses comme ça, il y a des écrans qui doivent être protégés contre différents types de potentielles attaques. Donc l'objectif de ce type d'outil, c'est une fois intégré dans le cycle de développement, dans la CI/CD, c'est de pouvoir tester en continu à chaque nouvelle release, à chaque nouveau build d'une application, de pouvoir les tester, que les sécurités sont toujours en place et qu'il n'y a pas de régression. On sait qu'aujourd'hui, quand on fait du soft, on a souvent des régressions fonctionnelles. Et c'est aussi le cas pour la protection. Plus on va rajouter d'écran, plus on va rajouter de fonctionnalités, bien souvent, c'est un risque que les protections qui étaient en place avant puissent être oubliées dans les releases suivantes. Donc, c'est vraiment un objectif de qualité dans le suivi des protections. Pourquoi est-ce que cette étude nous a intéressés, notamment sur le secteur bancaire? Mais c'est qu'aujourd'hui, quand on produit une application, le cas d'usage nominal, c'est qu'on produit une application qui va être utilisée sur un téléphone normal, par un utilisateur normal qui est notre cible, qui est notre client, notre prospect ou nos collaborateurs. Mais bien évidemment, les applications peuvent être aussi utilisées sur des téléphones routés, des téléphones jailbreakés et par des utilisateurs potentiellement malveillants. Donc l'objectif, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ce binaire, cet APK qui est finalement disponible librement sur le store, quelle information on peut en tirer et qu'est-ce qu'on peut en faire si on essaie de simuler des attaques. Je ne sais pas si vous êtes familier aujourd'hui avec l'OWASP. Levez la main, certains d'entre vous. Ok, super. Donc je vais aller de façon très synthétique là-dessus, mais on s'est évidemment basé sur ce référentiel. Donc l'OWASP édite un top 10 dédié au mobile, et à partir de ça, ils définissent si je simplifie, des politiques de sécurité avec le MSVS et des possibilité de tester cette politique de sécurité avec le MSTG. Et donc l'objectif étant de pouvoir, pour une organisation, d'aller identifier, en fonction de la sensibilité des données, en fonction des fonctionnalités, quelle serait la politique de sécurité adaptée et donc quels seraient les tests à mener pour être en conformité avec cette politique de sécurité. Aujourd'hui, un potentiel attaquant, il pourrait prendre une application mobile pour cible pour différentes raisons. Finalement, puisque, alors c'est très petit parce que c'est des captures d'écran du livre blanc dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si vous voulez en plein écran, vous pouvez aller le télécharger, n'hésitez pas. Je vous donnerai le lien en fin de session. Mais évidemment, l'attaquant pourrait prendre cette application pour cible, simplement pour aller voir évidemment les vulnérabilités, essayer de reverse l'application pour essayer de trouver des choses, trouver comment ça fonctionne. Pour essayer de changer aussi le comportement de l'application en injectant du code, en regardant ce qui se passe.
de pouvoir extraire des données sensibles dans certaines applications mobiles aujourd'hui. On peut directement afficher le code PIN d'une carte bleue dans l'application. Ce n'est pas le cas de mon application mobile bancaire, mais certains d'entre vous ont peut-être cette fonctionnalité. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des informations très sensibles qui sont disponibles et stockées dans l'application. Donc c'est pour ça que l'application nécessite aujourd'hui une sécurisation plus importante que ce qu'on pourrait imaginer, parce que ça devient finalement aujourd'hui le centre névralgique de toutes les transactions qui peuvent se passer entre vous et la banque. D'expérience, on a beaucoup discuté avec des banques de différentes maturités, différentes nationalités. Et les premiers retours qu'on avait eu initialement, c'était mon back-end, il est déjà protégé, mes API sont protégées, ma web app, elle est protégée, l'application mobile, finalement, ne fait qu'afficher des informations, c'est pas sensible. Mais au final, on se rend compte que malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses qui sont gardées en cache dans l'application, qui sont stockées en local, et que donc potentiellement, sur un téléphone routé, avec une potentielle autre application malveillante derrière, ce sont des informations qui pourraient être extraites et utilisées. Donc ça devient aussi un autre pilier de la politique de sécurité. L'application mobile est de plus en plus utilisée, vous en êtes tous persuadés, et ça devient important et critique de l'inclure dans la politique de sécurité d'une organisation. Donc on peut évidemment récupérer des informations personnelles, j'en ai parlé, et compromettre aussi certaines fonctionnalités critiques. Donc comment est-ce qu'on a opéré pour faire cet audit? On a donc récupéré tous les APK disponibles des banques que l'on voulait inclure dans le benchmark. On les a uploadés dans notre outil et on a enregistré une séquence de tests. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on fait ce type de test, on va faire des tests statiques et des tests dynamiques. Les tests statiques, simplement, on va prendre l'APK, on va le décompiler et on va regarder ce qu'on y trouve. Et donc là, c'est vraiment de l'analyse très statique de code par le biais de l'APK. En revanche, il y a un deuxième type de test, les tests dynamiques, qui là sont beaucoup plus intéressants, notamment sur la partie reverse. C'est qu'on va installer l'application sur des vrais téléphones et on va un peu stresser l'app et on va voir comment elle répond. L'objectif, c'est de pouvoir l'installer sur des téléphones routés, de pouvoir faire de l'injection de code, par exemple, et de voir si les protections qui sont supposées être en place sont déclenchées sur les bons écrans. Et en fait, pour faire ça, aujourd'hui, nous, on utilise des vrais téléphones et pas des émulateurs, simplement parce que, logiquement, une application bien protégée est supposée aussi se protéger de l'exécution sur un émulateur. Et donc, de fait, si on fait les tests sur un émulateur, on aura énormément de faux positifs parce que cette première protection va se déclencher, mais elle ne sera pas forcément protégée contre le root et tout ça. Donc, très important de le faire sur des vrais devices. Et aussi très important de ne pas simplement le faire sur l'écran d'accueil de l'application. Il faut jouer un scénario, il faut jouer une séquence pour aller dans les écrans importants et critiques de l'application. Dans certains types de tests, on voit que les tests dynamiques sont simplement faits au moment du lancement de l'application, mais bien souvent, le splash screen ou l'écran d'accueil n'est pas à protéger. Il n'y a aucune information sensible, il n'y a quasiment eu aucun échange d'informations critiques avec le back. Donc, a priori, ce n'est pas là que les tests doivent être faits. Et donc, c'est pour ça que nous, on a fait un scénario complet dans les différents formulaires importants de login, de registration, tout ça pour aller voir comment est-ce que les données personnelles pouvaient être stockées, comment est-ce que les échanges avec le back-end étaient gérés. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on a lancé la campagne, on a récupéré les résultats, on a compilé et on a fait un livre blanc qui explique toutes ces bonnes pratiques. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait, de façon plus pragmatique, ces différents tests. Je vous montrerai ça après. Juste vérifier que ça marche bien. OK. Donc, la première chose à faire, je vous le disais, c'est d'aller enregistrer cette séquence de tests. Donc, on a uploadé l'application dans notre outil qui va aller s'installer à distance sur l'un de nos téléphones. Et après, on a enregistré une séquence de tests pour aller stresser l'application. Évidemment, ce n'est pas une application bancaire, mais il faut se projeter. Donc là, on a un écran de login et on va commencer à saisir les informations d'identification. Et l'objectif étant, ici, typiquement, je vais aller simuler une attaque d'injection de code au moment où le mot de passe va être renseigné. Donc là, je suis toujours en train de taper mon mail. Et au moment où je bascule sur le champ password, je dis à l'outil, c'est là que je veux que tu lances l'attaque. Et je continue à enregistrer mon password. Donc là, une fois que j'ai terminé tout ça, je vous épargne les quelques secondes de la fin, mais j'ai mon scénario de test qui va du lancement de l'application. Je renseigne les 3 champs. Au moment du renseignement du deuxième champ,
je simule l'attaque et je termine ma séquence. Et c'est cette séquence de test qui va être répétée indéfiniment dans les tests dynamiques. Et on va voir au cours de cette séquence comment est-ce que l'application se comporte sur les téléphones routés face à l'injection de code, etc. Donc ici, je parlais tout à l'heure de WASP. On avait pris le parti de partir sur les campagnes type L2+R, qui sont donc celles qui à la fois mentionnent les très bonnes pratiques de code sur la couche L2 et les bonnes pratiques en termes de protection face au reverse engineering sur la couche de R, de résilience, puisque c'était là qu'on avait le plus de données. Donc là, on va aller voir dans un rapport, notamment sur celui de l'injection de code dont je parlais tout à l'heure, comment s'est comportée l'application lorsqu'on a tenté de lui injecter ce code. Donc là, en fait, dans ce rapport, on va vous faire un retour vidéo de l'attaque qui a été faite. Vu que c'est des attaques qui sont faites sur nos propres devices, on est en capacité d'enregistrer le visuel pour faire un retour, faire une preuve de ce qui s'est passé. Tout ça pour éviter aussi les faux positifs, parce que évidemment, quand on automatise des tests, parfois on a la volonté d'avoir un œil, une expertise humaine qui vient par-dessus pour surqualifier le test. Et donc là, ici, ça permet d'avoir le résultat du test dans le contexte. Donc ici, on fait le replay de la vidéo. Je vais aller un petit peu plus loin pour me rapprocher du password. Et au moment où je vais rentrer le password, c'est à ce moment-là que notre système va déclencher l'attaque et essayer de faire afficher une image en surimpression. Et on va voir comment l'application se comporte. Donc là, je suis en train de rentrer le mot de passe. Donc là, l'image s'est mise en surimpression. L'utilisateur continue à taper son mot de passe, donc ça ne le bloque pas dans son usage. Il n'est pas informé qu'il y a eu une injection de code, si ce n'est évidemment par l'image, mais ça c'est pour la preuve devant vous aujourd'hui. Mais donc très simplement, cette injection de code, ça aurait très bien pu être pour récupérer ce qui est en train de se jouer sur le téléphone, pour le stocker par ailleurs ou pour faire autre chose. Donc simplement pour vous prouver ici que cette application n'est pas du tout protégée contre ce type d'injection de code, qu'il ne se passe absolument rien comme type de réaction, l'utilisateur n'est pas du tout informé, et a priori l'éditeur de l'application non plus. Donc évidemment, il y a des très bons utilisateurs, des très bons clients qui se protègent très bien contre ce type de ressources. Et notamment, là c'est une banque avec qui on travaille en Asie du Sud-Est qui est excessivement bien protégée, notamment contre ce type d'attaque. Et elle, la protection qu'elle a décidé lors de l'injection de code, c'est d'informer l'utilisateur en disant « j'ai détecté une menace, voici telle raison, et donc toi, utilisateur, tu ne peux plus utiliser l'application ». Donc on va relancer ici le replay vidéo, donc c'est une application différente évidemment. Je vais avancer un petit peu parce que la détection se fait un peu plus loin dans la séquence de test. Et quand on se rapproche de l'écran de login, donc là c'est l'automate toujours qui rejoue indéfiniment la séquence de test. Et quand on arrive proche de l'écran de login ici, paf, elle dit « Attention, j'ai détecté une menace et donc tu ne peux pas utiliser cette application ». Et donc notre système, qui est configuré pour justement détecter cette chaîne de caractères de détection de menaces, considère bien que la protection a été déclenchée au bon moment, que la protection attendue est bien là et que donc le test est un succès. Donc ça permet à cet éditeur d'appli de se conforter dans l'idée que cet écran critique, face à ce type d'injection de code, est protégé correctement avec la conformité avec la politique de sécurité en interne. Par contre, dans une autre version d'une autre application de ce groupe, sur la détection de route, on voit qu'ils sont plutôt pas mal protégés. Ils passent 71% des tests de détection de route. Mais en revanche, donc on va regarder si on descend un peu plus bas, ils ont un peu le même type de détection, c'est-à-dire qu'ils font aussi de la prévention, c'est-à-dire que lorsque l'application détecte que le téléphone est routé, ça va informer l'utilisateur en disant « tu ne peux pas utiliser cette application sur le téléphone routé ». Donc ça c'est OK, on a le retour vidéo et le retour en image, mais on voit que sur certains tests, en revanche, donc il y en a 4 notamment ici, où la détection de route ne fonctionne pas. Je crois que ça rame un peu, mais chaque fois ça bloque quand j'avance trop vite. Mais donc croyez-moi, quand on arrive au bout de cette séquence, l'utilisateur n'est pas informé. Il continue à pouvoir utiliser l'application sans aucun message d'erreur, sans aucun crash de l'application. Et donc sur ces 4 tests-là, de fait, a priori, la détection de route n'est pas déclenchée au bon moment. Et là, pour le coup, n'est pas déclenchée du tout.
Et en fait, c'est là où ça va être aussi important de faire ce couple de tests dynamiques et de tests statiques, puisque logiquement, la détection de route, on doit pouvoir la détecter en test statique. Lorsqu'on va décompiler l'application, on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose qu'on peut trouver. Mais potentiellement, elle peut aussi être obfusquée. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas trouver. Donc, on va déterminer en test statique qu'il n'y a a priori pas de détection de route visible. Mais lorsqu'on va exécuter l'application, on va bien voir que là, c'est OK. C'est pour ça que c'est important d'avoir les deux, pour être certain que les potentiels faux positifs ou faux négatifs qu'on pourrait avoir dans le statique sont bien confirmés ou infirmés dans l'exécution du code en conditions réelles, sur les bons écrans, dans les bons scénarios, en dynamique. Et donc c'est là où ça devient critique, c'est que lorsqu'on va vouloir déterminer les critères de succès d'une protection, et il y a 1000 façons de le faire, là on a sélectionné les 4 les plus répandus, en tout cas dans les cas d'usage qu'on a eu à traiter, c'est l'application ne réagit pas du tout, elle est permissive, elle ne bloque pas l'usage. Et on a même des cas où certaines applications utilisent des outils RASP, donc d'outils de protection, mais par contre ne l'utilisent pas pour bloquer l'usage de l'utilisateur parce qu'ils ne veulent pas détériorer l'expérience utilisateur. Donc c'est par contre quelque chose qui log dans leur back, qui log dans leur système, en disant mais potentiellement sur ce device, on sait qu'il pourrait y avoir un risque, mais en tout cas l'expérience utilisateur n'est pas altérée. Donc c'est une façon de faire, mais de notre côté, c'est une manière d'utiliser un tank juste pour pas faire grand-chose. Parce que c'est des outils qui sont super bien pour protéger l'utilisateur, mais au final, l'utilisateur ne se protège pas parce qu'il n'est même pas informé des potentiels risques. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Sinon, on voit souvent les applications qui crashent. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des téléphones routés. Moi, par exemple, je ne peux pas utiliser mon appli bancaire sur mon téléphone routé. Je la lance, elle crash automatiquement. C'est la façon dont l'application a choisi de gérer ce type de cas. Et donc, de plus en plus, il y a notamment... Ils essaient de faire de la pédagogie, c'est-à-dire qu'ils ne font pas juste un crash brut où on pourrait croire que c'est un bug de l'application. Il y a une information en disant vous avez un téléphone qui est jailbreaké ou routé, vous ne pouvez pas l'utiliser, et quelques secondes après, ça crash. Donc ça un peu le meilleur des deux mondes. Et parfois, dans certains cas, on a la capacité aussi d'aller bloquer l'usage de l'outil tiers. Donc là, l'outil qu'on a utilisé pour faire l'injection de code, c'est Frida. De bloquer l'usage de Frida, mais de malgré tout laisser l'usage de l'application comme si tout était OK. Donc c'est là aussi une manière détournée de ne pas trop perturber l'expérience utilisateur tout en protégeant malgré tout l'attaque. Donc tout ça pour dire que lorsqu'on a fait l'audit de ces 120 applications bancaires, il n'y en a aucune d'entre elles qui remplissait 100% des tests que l'on a pu faire basés sur le WASP L2+R. C'est pas trop une surprise parce que dans les milliers d'applications qu'on a pu tester ces derniers temps, aucune n'arrive à 100% parce que c'est une gestion de risque, ça coûte très cher de se protéger de tout. L'objectif étant de faire en tout cas un audit régulier pour savoir où on en est et de s'assurer qu'on a, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de régression et qu'on est au moins stable dans la politique de sécurité et on sait où sont nos risques et les plus sévères doivent être évidemment traités dans la roadmap. Mais en tout cas, on a un état des lieux et on sait qu'à chaque mise en production, on n'a pas ces fameuses régressions. On a un pays quand même qui se détache en termes de maturité, c'est le Royaume-Uni, qu'on a malgré tout laissé dans le benchmark européen, histoire d'avoir quand même un peu un leader sympa. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de disparités, notamment la France en moyenne est relativement pas bien placée, plutôt dans le bas du panier. Mais on voit qu'il y a par contre, quand on éclate la France, qu'on voit qu'il y a des applications qui sont très peu protégées et par contre on a vraiment des leaders aussi. Donc on a un gap de maturité assez intéressant en France. Et dans tous les échanges qu'on a pu avoir là depuis mardi, on voit que c'est quand même des sujets actuels. Et donc je pense que si on se revoit l'année prochaine, je ne tiendrai pas le même discours parce qu'on voit que c'est vraiment des sujets de roadmap 2022-2023 pour beaucoup d'entre elles. Ça, on en a parlé. Et donc dans la vision graphique, donc on a 4 applications qui se détachent en haut à droite. Donc la façon de lire ce graphe est relativement simple. En ordonnée, vous avez les couches de best practice de code, donc les couches L1 et L2. Et en abscisse, vous avez les couches de résilience, donc on va dire les protections face au reverse engineering. Et donc on voit que la très très grande majorité passe au moins 50% des tests de bonnes pratiques de code, c'est pour ça qu'ils sont tous vers le haut. Par contre, la tendance de se dégager vers la droite reste quand même assez faible.
D'après, on discutait de ça avec Gartner il y a quelques temps, et ils disent que c'est normal parce qu'évidemment, dans la maturité, on passe d'abord par de la bonne pratique de code et après par de la protection parce que ça coûte plus cher et ça nécessite aussi des outils et des choses comme ça. Donc c'est normal que ce soit une maturité en 2 temps. Donc là, c'est pareil. Si on se voit l'année prochaine, j'espère qu'il y aura de plus en plus d'applications qui se dirigeront vers la zone supérieure droite. Donc, évidemment, quand on fait une moyenne, ça tasse un petit peu tout ça, mais on voit qu'il y en a quand même qui se démarquent. Et donc, je le disais, la France fait partie d'un peu des suiveurs en moyenne. Il ne faut pas avoir honte non plus, parce qu'il y a quand même des leaders, je le dis aussi, hein, clairement. Mais notamment, la banque la mieux protégée qu'on a eu à tester, c'est la Barclays au UK, qui, face à tous les tests de détection de route et d'injection de code, passe tout. En fait, ils arrivent à tout protéger. Après, c'est plus sur les tests, certains tests statiques, où tout n'est pas à 100%, mais c'est l'une des mieux protégées, notamment. Et donc, en termes de protection et de réaction, notamment, je parlais tout à l'heure qu'on peut faire friser l'application, qu'on peut déclencher un message, qu'on peut ne rien faire ou la faire crasher. Donc, vous voyez la grande barre rouge ici, c'est le nombre de tests qui n'ont déclenché aucune réaction. Donc, la barre du haut, c'est sur la détection de route et la barre du bas, c'est sur l'injection de code. Et on voit que la très, très grande majorité des tests ne réagissent pas pour la très grande majorité des applications. Donc ça, c'est la tendance vraiment, vraiment générale. Et notamment quand on fait un focus sur les détections de route, donc je pense que c'est un peu petit à l'écran, mais en fait, ce que vous voyez en bas, la grande barre verte, c'est le nombre d'applications qui n'ont aucune protection contre la route. Donc il y en a 98 sur 19, 98 pardon, et seulement 98 pardon, qui n'ont aucune protection, ce qui est assez important. Et il y en a seulement 2 qui passent l'intégralité des tests de détection de route qu'on a pu faire. Donc 2 sur plus de 120. Donc on voit qu'on est quand même loin de la perfection et on voit qu'il y a quand même un gros gap. C'est-à-dire que dans l'avant-dernière barre, on voit qu'il y a 17 applications qui passent à peine 20% des tests. Donc en deçà de ça, les autres, c'est la longue traîne qui ne passe aucun des tests. Donc ce white paper nous a pris quand même pas mal de temps à être rédigé. On s'est pas mal amusé, il y avait quand même des choses assez intéressantes dans les tendances, dans les maturités. J'ai mis que quelques extraits du document, si ça vous intéresse. Il est disponible soit sur notre site internet que vous avez à l'écran, soit on peut vous le partager en venant nous voir sur le stand D45. Merci. Merci et bravo pour votre présentation, Monsieur Balanguet. Nous allons passer aux questions-réponses avec un micro qui vous est disponible si vous souhaitez avoir des précisions. Bonjour. J'avais une petite question assez technique par rapport aux tests sur Frida. Est-ce que vous utilisez Frida Server ou Frida Gadget pour faire les tests en fait directement sur l'application? Les deux. Les deux, parce que si on utilise Frida Server, mais que l'application fait la détection route, mais pas la détection Frida. Je vous entends pas très bien, pardon. C'est mieux là? Ouais, désolé. Et du coup, si par exemple vous utilisez seulement Frida Server, mais que l'application fait que la détection route, on ne peut pas lancer Frida Server et du coup on est dans ce cas de l'application fait la détection route, mais on ne sait pas si elle fait vraiment la détection avec Frida Server. C'est une excellente question. En fait, dans justement tous ces tests d'injection de code, en fait, nous on a une version d'OS qu'on a modifiée aussi qui permet de ne pas être détecté comme étant routé tout en permettant l'exécution de Frida. Donc, si vous voulez, on pourra en parler plus longuement tout à l'heure parce qu'il y aura des démos peut-être un peu plus spécifiques, mais c'était l'objectif justement parce qu'on ne voulait pas être bloqué par la détection de route parce que sinon, en fait, s'il y a une protection de route, on ne peut plus rien détecter derrière. Donc, l'objectif, c'est que chacun des tests unitaires va vraiment être testé face à sa protection et pas face à une potentielle autre protection qui ne lui permet pas d'aller jusque-là. Pour vraiment cibler exactement. Exactement. Parce que, par exemple, on pourrait très bien avoir une protection de route de partout, mais potentiellement, quelqu'un qui fait du reverse dessus, qui fait sauter ses protections et qui réutilise l'application, va pouvoir après utiliser Frida parce qu'il n'y a plus ces détections de route. L'objectif, c'est de pouvoir se dire, imaginons que la détection de route ne fonctionne pas ou que quelqu'un fasse sauter ses détections de route, qu'est-ce qui peut se passer s'il y a Frida? Est-ce que ça marche ou pas? Ok, ça marche, merci. D'autres questions, d'autres remarques? Eh bien, écoutez, tout semble très clair. Monsieur Balanguet, bravo pour votre conférence. Nous vous retrouvons sur votre stand D45. Tout à fait.